24 heures. C'est le délai exact qu'il faut à un individu en parfaite santé pour s'effondrer, sombrer dans le coma et mourir d'une méningite cérébrospinale fulminante. Nous ne parlons pas d'un processus pathologique lent, mais d'une invasion agressive et foudroyante du système nerveux central. Le taux de mortalité atteint 10 à 15%, même lorsque les patients reçoivent un traitement médical optimal dans les unités de soins intensifs les plus avancées du monde. Pour ceux qui survivent, 20% gardent des séquelles irréversibles, amputation de membres, surdité bilatérale profonde ou lésions cérébrales permanentes. Au centre de ce massacre biologique se trouve une urgence médicale absolue, une inflammation aiguë des méninges accompagnée d'une infection massive du liquide céphalorachidien. Dans les salles d'urgence, l'apparition d'une éruption cutanée étoilée sur le corps d'un patient fiévreux déclenche une alerte maximale. Le diagnostic de choc septique ou de complications neurologiques mortelles se compte en minutes. Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie, mais la dissection clinique et froide de la mécanique mortelle des bactéries pathogènes, de leur infiltration jusqu'à la riposte chimique de l'homme. Pour comprendre l'ampleur de cette urgence médicale, il faut d'abord analyser la scène de crime anatomique. Le cerveau et la moelle épinière sont les organes les plus vitaux et les plus isolés du corps humain, protégés par une forteresse structurelle appelée les méninges. Ces membranes se divisent en 3 couches distinctes: la durmère, une membrane externe fibreuse et résistante, l'arachnoïde, une structure intermédiaire en forme de toile d'araignée, et la pimère, la couche interne intimement liée au tissu cérébral. Entre l'arachnoïde et la pimère se trouve l'espace sous-arachnoïdien, qui contient environ 150 ml de liquide céphalorachidien, LCR. Ce liquide, renouvelé plusieurs fois par jour par les plexus choroïdes, agit comme un amortisseur mécanique et un système d'évacuation des déchets métaboliques. En temps normal, cet espace est un environnement totalement stérile, verrouillé par la barrière hémato-encéphalique, un réseau complexe de cellules endothéliales à jonction serrée qui empêche la pénétration des toxines et des agents pathogènes circulant dans le sang. La méningite cérébrospinale est l'effondrement pur et simple de ce système de sécurité. L'infection commence lorsqu'un agent pathogène réussit à franchir la barrière hémato-encéphalique. Une fois à l'intérieur de l'espace sous-arachnoïdien, la bactérie trouve un environnement idéal pour se multiplier de manière exponentielle. Une température de 37 degrés, une abondance de nutriments et surtout une absence quasi totale de globules blancs et d'anticorps dans les premières phases. La présence de ces corps étrangers déclenche une réponse immunitaire massive et incontrôlée. Les cellules de défense de l'organisme, les leucocytes, envahissent le liquide céphalorachidien, libérant des cytokines pro-inflammatoires. Cette guerre microscopique transforme le liquide, normalement clair comme de l'eau de roche, en un fluide trouble et purulent. L'inflammation épaissit les méninges, entrave la réabsorption du LCR et provoque un œdème cérébral. La pression intracrânienne augmente drastiquement, écrasant les tissus cérébraux contre la boîte crânienne inexpansible. Sans intervention, cette pression comprime le tronc cérébral, là où se trouvent les centres de contrôle respiratoire et cardiaque, menant inévitablement au décès par arrêt cardio-respiratoire. L'enquête microbiologique révèle que tous les agents infectieux ne possèdent pas la même capacité de destruction. Les causes principales se divisent en catégories distinctes, avec les bactéries en tête de liste pour leur létalité fulminante. Le suspect numéro 1, responsable des épidémies les plus dévastatrices, est Neisseria meningitidis, communément appelé le méningocoque. Il s'agit d'un diplocoque à gram négatif, c'est-à-dire une bactérie en forme de grain de café fonctionnant par paire. Sa dangerosité réside dans son arsenal biochimique, notamment une capsule polysaccharidique qui agit comme une cape d'invisibilité, empêchant les macrophages du système immunitaire de l'engloutir. Les enquêtes épidémiologiques classent le méningocoque en plusieurs sérogroupes majeurs, A, B, C, W, X et Y, chacun responsable de foyers infectieux distincts à travers le globe, se propageant par les gouttelettes de sécrétion nasopharyngée lors de contacts étroits dans les zones à forte densité humaine, comme les casernes militaires ou les dortoirs étudiants. Le deuxième agent bactérien majeur est Streptococcus pneumoniae, ou pneumocoque. Ce diplocoque à gram positif est redoutable, car il présente le taux de mortalité le plus élevé parmi les méningites bactériennes. Il colonise fréquemment les voies respiratoires supérieures de la population générale de manière asymptomatique, mais peut soudainement migrer vers les méninges via la circulation sanguine, souvent à la suite d'une infection de l'oreille moyenne, otite, d'une sinusite sévère ou d'un traumatisme crânien ayant causé une brèche ostéodurale. Le troisième acteur historique est Haemophilus influenzae de type B,
un bacille à Gram négatif qui ravageait les populations pédiatriques avant l'introduction massive des programmes de vaccination dans les années 1990. Au-delà des bactéries, les virus représentent la cause la plus fréquente, mais généralement la moins grave de méningite, qualifiée de méningite à liquide clair. Les entérovirus et les virus de l'herpès simplex sont les agents viraux les plus couramment isolés. Leurs symptômes imitent ceux de l'infection bactérienne, mais l'évolution clinique est souvent bénigne et se résorbe sans traitement antibiotique spécifique. Enfin, dans les dossiers médicaux les plus atypiques, impliquant des patients immunodéprimés, tels que les individus atteints par le VIH à un stade avancé ou ceux sous traitement immunosuppresseur, les pathologistes identifient des champignons comme Cryptococcus neoformans ou des parasites rares qui infiltrent silencieusement le système nerveux central. Lorsqu'un patient se présente aux urgences, l'observation clinique révèle une chronologie d'effondrement systémique extrêmement précise. Le diagnostic repose initialement sur l'identification d'une triade classique de symptômes, présente dans la majorité des cas cliniques avérés. Le premier indicateur est une fièvre élevée et brutale, souvent supérieure à 39 ou 40 degrés Celsius, marquant le déclenchement de la réponse inflammatoire systémique. Le deuxième élément, et le plus caractéristique, est la raideur de la nuque. Ce phénomène n'est pas une simple douleur musculaire, mais une contracture réflexe et involontaire des muscles paravertébraux. Les médecins l'attestent par des manœuvres neurologiques strictes. Le signe de Brodzinski, où la flexion passive de la nuque par le médecin entraîne une flexion réflexe et immédiate des hanches et des genoux du patient pour soulager la tension méningée, et le signe de Kernig, caractérisé par l'impossibilité d'étendre complètement la jambe lorsque la cuisse est fléchie à angle droit. Le troisième pilier de la triade est l'altération de la conscience, mesurée par l'échelle de Glasgow, allant d'une simple léthargie ou confusion mentale jusqu'au coma profond, reflétant la souffrance directe du cortex cérébral. À cette triade mortelle s'ajoutent des signes périphériques fréquents qui complètent le tableau clinique. Les patients décrivent des céphalées intenses, diffuses et continues, provoquées par l'étirement mécanique des terminaisons nerveuses du nerf trijumeau innervant les méninges enflammés. On observe des vomissements en jet, survenant sans nausée préalable, causés par l'hypertension intracrânienne qui comprime la zone gâchette chémoréceptrice située dans le plancher du quatrième ventricule cérébral. La photophobie, une intolérance extrême et douloureuse à la lumière, force les patients à se recroqueviller dans l'obscurité totale. Les convulsions, de type tonico-clonique, peuvent survenir, témoignant d'une irritation électrique directe de la surface du cerveau. Mais l'indice visuel le plus terrifiant et le plus urgent reste l'éruption cutanée purpurique, pathognomonique de la méningite à méningocoque. Ces taches rouges sombres ou violacées ne s'effacent pas à la vitropression. Elles indiquent l'apparition d'un purpura fulminans, une coagulation intravasculaire disséminée, CIVD. La bactérie libère des endotoxines dans le sang qui détruisent la paroi des vaisseaux sanguins, provoquant des micro-hémorragies sous-cutanées, une nécrose des tissus et conduisant précipitamment à un choc septique irréversible. La confirmation de ce crime biologique nécessite des preuves irréfutables extraites directement de la scène. L'interrogatoire du corps repose principalement sur un acte médical invasif et critique, la ponction lombaire. Ce protocole ne tolère aucune marge d'erreur. Le patient est positionné en décubitus latéral, le dos courbé à l'extrême en position fétale pour écarter au maximum les apophyses épineuses des vertèbres. Le médecin insère une aiguille à biseau de précision de calibre 20 ou 22 gauge entre la troisième et la quatrième vertèbre lombaire, espace L3-L4 ou entre L4 et L5. L'aiguille traverse la peau, le tissu sous-cutané, les ligaments supraépineux, interépineux, le ligament jaune, la dure mère et enfin l'arachnoïde pour pénétrer dans le cul-de-sac dural. La simple mesure de la pression d'ouverture du liquide céphalorachidien est un indice. Une pression supérieure à 20 cm d'eau signale une hypertension intracrânienne sévère. L'analyse macroscopique est instantanée. Un liquide trouble ou purulent signe presque à 100% une origine bactérienne. Les échantillons sont immédiatement envoyés au laboratoire de biochimie et de cytologie. L'analyse révèle une pléiocytose, c'est-à-dire une augmentation massive des cellules de défense. Dans une méningite bactérienne, le nombre de leucocytes dépasse souvent les 1000 par millimètre cube, avec une prédominance écrasante de polynucléaires neutrophiles à plus de 80%. L'analyse biochimique confirme le diagnostic. Une hypoglycorachie sévère. Le taux de glucose dans le LCR s'effondre à moins de 0,4 g par litre, car les bactéries consomment le sucre pour leur prolifération métabolique, et une hyperprotéinorachie. Le taux de protéines explose au-delà d'1 g par litre, en raison de l'exsudation plasmatique. En parallèle de cette investigation du LCR,
un bilan sanguin complet est prélevé pour effectuer des hémocultures. Ces cultures sanguines, placées dans des incubateurs automatisés, permettent d'isoler l'agent pathogène et de réaliser un antibiogramme pour déterminer les résistances aux antibiotiques. Si le patient présente des signes neurologiques focaux, comme une paralysie d'un nerf crânien ou un œdème papillaire au fond d'œil, une imagerie cérébrale par scanner, tomodensitométrie, est obligatoirement réalisée avant la ponction lombaire. Cette étape vérifie l'absence de lésions expansives intracrâniennes pour éviter le risque mortel d'engagement cérébral lors de la soustraction du liquide. Face à des preuves diagnostiques accablantes, la riposte médicale doit être foudroyante. Le traitement d'une méningite bactérienne est classé comme une urgence absolue. Le délai idéal entre l'admission du patient et la première injection intraveineuse ne doit pas excéder 60 minutes. Toute minute de retard augmente de manière quantifiable le taux de mortalité et le risque de séquelles neurologiques lourdes. Le protocole commence par une antibiothérapie empirique par voie intraveineuse, IV, administrée avant même d'obtenir les résultats définitifs des cultures. Les directives internationales imposent l'utilisation de céphalosporines de troisième génération, telles que la ceftriaxone ou le céfotaxime. Ces molécules ont la capacité cruciale de traverser efficacement la barrière hémato-encéphalique enflammée pour atteindre des concentrations bactéricides létales dans le liquide céphalorachidien. La posologie est massive, souvent 2 à 4 grammes par jour chez l'adulte en intraveineuse directe ou en perfusion lente. L'antibiotique agit en détruisant la paroi de peptidoglycane des bactéries. Cependant, cette lyse bactérienne libère massivement des toxines qui aggravent l'inflammation méningée. Pour contrecarrer cette explosion inflammatoire secondaire, l'équipe médicale déploie une corticothérapie lourde. La dexaméthasone, un stéroïde puissant, est injectée 15 à 20 minutes avant ou simultanément avec la première dose d'antibiotiques. Sa fonction est de bloquer la production de cytokines pro-inflammatoires, réduisant ainsi l'œdème cérébral et diminuant drastiquement le risque de surdité et de lésions cognitives chez les survivants. Les patients atteints de formes sévères, présentant un purpura fulminans ou des troubles de la conscience, requièrent une hospitalisation immédiate en service de réanimation spécialisé. Là, ils sont soumis à des protocoles stricts de maintien hémodynamique, intubation trachéale pour protéger les voies aériennes, remplissage vasculaire massif par cristalloïdes pour combattre le choc septique et administration d'amines vasopressives comme la noradrénaline pour maintenir une pression de perfusion cérébrale adéquate face à l'effondrement tensionnel. Tandis que le combat pour la vie du patient fait rage en réanimation, une enquête de terrain est immédiatement lancée par les autorités de santé publique. La prévention et le contrôle de la propagation sont obligatoires et réglementés. Le premier axe de cette défense est la chimioprophylaxie de l'entourage. Tous les individus ayant eu un contact étroit et prolongé avec le patient dans les 10 jours précédant l'hospitalisation doivent être identifiés, retracés et traités. Les protocoles exigent l'administration de rifampicine par voie orale pendant 48 heures ou d'une dose unique de ciprofloxacine afin d'éradiquer le portage pharyngé de la bactérie avant qu'elle ne devienne invasive. Mais la véritable ligne de défense stratégique sur le long terme repose sur la vaccination ciblée. La recherche immunologique a développé des armes spécifiques contre le méningocoque, le pneumocoque et l'Haemophilus influenzae. Contre le méningocoque, les vaccins conjugués tétravalents protègent contre les sérogroupes A, C, W et Y en liant les polysaccharides de la capsule bactérienne à une protéine porteuse pour déclencher une mémoire immunitaire durable. Le sérogroupe B a nécessité des décennies de recherche supplémentaires, aboutissant à des vaccins à base de protéines recombinantes. À l'échelle mondiale, l'importance de ces vaccins est mise en évidence par la ceinture de la méningite, une zone géographique s'étendant du Sénégal à l'Éthiopie, couvrant 26 pays en Afrique subsaharienne. Dans cette région, les conditions climatiques extrêmes de la saison sèche, combinées aux vents chargés de poussière de l'harmattan, endommagent les muqueuses respiratoires des populations, facilitant la pénétration des bactéries et provoquant des épidémies dévastatrices, avec des dizaines de milliers de cas recensés. Les campagnes de vaccination de masse y sont la seule barrière entre la population et l'effondrement épidémiologique. L'enquête sur la méningite cérébrospinale expose la réalité brutale d'une maladie qui refuse d'être reléguée au livre d'histoire. Les données épidémiologiques de l'Organisation mondiale de la santé estiment à plus d'1 million le nombre de cas annuels dans le monde, entraînant des dizaines de milliers de décès malgré l'arsenal thérapeutique moderne. Le liquide céphalorachidien,
conçu comme un sanctuaire inviolable, reste vulnérable à des agents pathogènes capables d'exploiter la moindre faiblesse du système immunitaire. L'issue dépend d'un diagnostic d'une précision chirurgicale et d'une riposte intraveineuse déclenchée en quelques minutes. Les faits ont été présentés, les preuves disséquées, l'urgence démontrée. Les statistiques d'infection ne sont pas figées et la recherche continue de traquer les mutations bactériennes. Si l'analyse de cette investigation médicale a retenu votre attention, l'espace des commentaires ci-dessous est ouvert pour l'étude des données. Abonnez-vous pour soutenir le développement de nouvelles investigations documentaires sur les dossiers les plus critiques de notre réalité.